Le président de la République, aux côtés du chancelier Merz, mais aussi du Premier ministre Starmer, du président Zelensky, a souhaité réunir cette coalition à la veille du défilé du 14 juillet pour marquer une dynamique bien perceptible. L'heure est à l'unité entre alliés, l'heure est à la reconvergence. Cette unité renforcée, on l'a vu avec le moment Évian, salué par le président de la République lors du sommet du G7. Une unité robuste qui s'est de nouveau ensuite incarnée par le soutien unanime lors du dernier Conseil européen et qui s'est confirmée à Ankara lors du dernier sommet de l'OTAN. Les alliés partagent le même diagnostic. Le premier, c'est que l'OTAN ne joue pas en faveur de la Russie. Et le second, c'est qu'il est crucial d'imposer la fin des combats et de relancer les négociations. Et nous sommes donc dans cette dynamique, déterminés à poursuivre aussi longtemps qu'il le faudra bien notre soutien à l'Ukraine, tout en approfondissant notre travail autour des garanties de sécurité qui seront autant de piliers au service d'une paix juste et durable. C'est précisément le message que passe le président de la République et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à leurs homologues. Le travail conduit au sein de la coalition des volontaires depuis plus de 2 ans est opérationnel et concret. À cet égard, cette semaine, nous avons annoncé la tenue prochaine, et c'est une annonce importante, d'exercices dans les États voisins de l'Ukraine afin de valider nos plans de déploiement de la coalition des volontaires. Une volonté affichée, démontrer que nous sommes prêts, crédibles, sur terre, dans les mers et dans les airs. Purement défensive, cette nouvelle coalition dessine les contours d'une coalition européenne industrielle anti-missile. Sur le terrain, elle permettra de continuer à donner à l'Ukraine les capacités dont elle a besoin pour se défendre, tout en autorisant la production de capacités nouvelles sous licence. Après les intercepteurs américains annoncés lors du sommet de l'OTAN, la France a autorisé la production sous licence de produits français. Depuis Paris, en début de semaine, nos efforts ont en effet permis de renforcer la défense antiaérienne de l'Ukraine via l'acquisition par Kiev d'une première série de batteries SAMP-T. Et un projet d'acquisition de 16 Rafales a également été conclu sur les 100 qui avaient été convenus, vous vous rappelez, à l'automne 2025. Et les premiers voleront dans le ciel ukrainien à l'horizon 2028-2029. Le levier des sanctions européennes est essentiel, et ce d'autant plus redoutable quand il est activé en pleine concertation avec nos partenaires, notamment du G7. Nous n'avons aucun doute sur le fait qu'un 21e paquet de sanctions européennes sera adopté très vite par l'Union européenne. Nous y travaillons. Et je vous rappelle que lundi, nous avons également dénoncé une vaste campagne cyber au but de sabotage, mais aussi d'espionnage, conduite par la Russie dans une dizaine de pays européens, dont la France, campagne touchant certaines de nos infrastructures, comme celle du ministère des Armées. Comme le ministre l'a annoncé, nous convoquerons l'ambassade de Russie en France demain matin et nous avons appris en européen des sanctions à l'encontre de 9 individus et de 4 entités responsables d'attaques cybermalveillantes et liées au FSB, le service de sécurité fédéral de la Russie. Et un tout autre sujet, je voulais savoir si vous aviez des commentaires à faire sur les propos tenus par Marco Rubio dans une tribune du Wall Street Journal à propos de la Cour pénale internationale. Je voulais savoir ce que ça a inspiré côté français, les critiques très très fortes de Marco Rubio. Sur ensuite votre dernière question qui concernait Marco Rubio et sur la Cour pénale internationale. Nous avons vu ces déclarations et le communiqué de presse du département d'État. Ça ne change rien à la position de la France de soutien à la Cour pénale internationale, à sa résilience, à sa lutte contre l'impunité, contre les crimes les plus graves, les attaques, les menaces contre les personnels, contre les élus, contre tous ceux qui concourent aux travaux de la Cour pénale internationale, eh bien, sont inacceptables. La CPI ne constitue pas une menace en réalité à la souveraineté des États. La CPI exerce sa juridiction sur des individus qui se rendent coupables des crimes les plus graves à travers le monde. On ne vise pas ici des États, mais des individus. Et c'était une des grandes avancées du XXe siècle, à la fin du XXe siècle, à laquelle la France avait pris part à ce moment-là. Trois sources viennent de déclarer à Reuters que les Iraniens auraient demandé au mouvement Houthi au Yémen de se tenir prêt à bloquer la route pétrolière de la mer Rouge si les États-Unis venaient à frapper les infrastructures électriques iraniennes. Quelle est votre réaction à cette nouvelle menace sur l'approvisionnement énergétique mondial? L'escalade doit cesser, que nous revenions dans le cadre du cessez-le-feu signé le 17 juin à Versailles. Il y a désormais 60 jours qui ont été
ouvert. Nous n'y sommes pas. 60 jours de négociations dans lesquels les parties doivent pouvoir avancer à la fois sur l'ouverture du détroit d'Ormuz, à laquelle nous ne sommes pas, et sur les paramètres plus généraux, plus globaux des négociations sur le programme nucléaire iranien, sur son programme balistique et sur son programme de proxy. Il faut être aussi clair sur la nature de la responsabilité initiale. Il y a à peu près moins d'une semaine, ce sont les Iraniens qui ont choisi de mener des frappes qui étaient à la fois à l'encontre du droit international, mais à l'encontre aussi du propre texte qu'ils avaient eux-mêmes signé, et qui a ensuite entraîné un cycle escalatoire de représailles. Donc notre souhait, c'est que les différentes parties puissent revenir à cette négociation et à cette discussion.